Bonjour à tous, je m'appelle Arnaud Loret, je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle The Design of Web APIs, qui, comme son nom l'indique, parle du design des API web, en anglais. Vous me connaissez peut-être aussi sous le nom d'API On Demand, c'est le nom de mon nom d'utilisateur sur Twitter et mon blog sur lequel je n'ai pas trop publié ces derniers temps. Mais surtout, je suis API Governance Lead chez Postman au sein de l'équipe Open Technologies. Alors Postman, si vous ne connaissez pas, c'est une plateforme pour la création et l'utilisation d'API qui va vous simplifier chaque étape du cycle de vie et faciliter la collaboration afin que vous puissiez créer de meilleures API plus rapidement. Mon équipe Open Technologies a pour objectif d'analyser, de comprendre et d'expliquer le monde des API. Alors on investit également dans des outils et des spécifications d'API d'open source tels que OpenAPI, AsyncAPI, JSON Schema ou Microx qui est dans la salle. Voilà. Alors, vous avez peut-être entendu dire que pour réussir avec vos API, vous avez besoin de gouvernance. Alors bon, quand on parle de gouvernance, généralement les gens partent en courant, parce que ça n'a pas bonne presse, c'est compliqué, c'est embêtant, ça limite, puis à la fin ça ne marche pas. Sauf que si, des fois ça marche. Alors finalement, le problème c'est peut-être pas la gouvernance, mais ce que les gens pensent que c'est, donc la compréhension qu'on a. Donc à quoi ça sert, pourquoi on en a besoin, c'est ce dont j'aimerais parler aujourd'hui, en explorant 3 visions de la gouvernance, avant de vous donner quelques petits conseils pour la mettre en place. Alors, quand on crée une API, on doit penser à plein de choses. La première, c'est à quoi elle sert. Ensuite, à quoi elle aura ressemblé, son design, comment on va l'implémenter. On va se poser des questions sur son évolution future, la sécurité ou encore l'architecture. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le design, parce que c'est quand même souvent là qu'on entend parler de gouvernance, même si elle peut couvrir ces autres sujets. Qu'est-ce qui se passe si on n'a pas de normes de design et de normes partagées ? Alors imaginons 2 designers qui doivent designer 2 opérations, une recherche de clients et une recherche de produits. Qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont travailler chacun de leur côté sur des sujets très spécifiques, comment on modélise un client, comment on modélise un produit. Et ils vont aussi travailler sur des sujets génériques comme la gestion de la pagination, modélisation de listes, les paramètres de recherche et qu'est-ce qui se passe quand on ne trouve pas de résultat. À la fin, ce qui va se passer, quand ils auront designé leurs 2 opérations, c'est que on va avoir 2 opérations de recherche, mais qui sont complètement différentes. Elles n'auront pas la même apparence, ni le même comportement, et peut-être même que dans certains cas, on aura fait des choix de design qui sont un peu hasardeux. Quelles conséquences ça a sur les développements ? Du côté des développeurs, qui vont intégrer, par exemple, pour commencer, la recherche de clients dans une application, ils vont l'analyser, cette opération, pour essayer de comprendre comment elle marche, comment est représentée une liste, comment sont passés les paramètres de recherche, comment on gère les cas d'erreur quand on ne trouve rien, et puis ils vont coder l'appel en conséquence. Ensuite, un petit peu plus tard, s'ils veulent utiliser l'API de recherche produit dans cette application ou dans une autre, ils vont repartir de zéro, puisque les 2 opérations, elles ont beau être des opérations de recherche, elles sont complètement différentes. Donc, ce qui se passe, c'est que sans normes communes, ce que les développeurs ont appris et codé auparavant sur une première opération, c'est inutile, doivent repartir de zéro. Cerise sur le gâteau, ça s'applique également aux autres développeurs, ceux dont on ne parle jamais, ceux qui vont implémenter les API, puisque eux aussi vont devoir se coltiner le fait que chaque opération est légèrement différente, et donc on va devoir gérer ça différemment dans le code. Alors si on imagine que ça se produit sur chaque opération de chaque API à l'échelle de groupe, qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui va perdre beaucoup de temps. La productivité des designers, des développeurs d'implémentation, des développeurs d'applications consommatrices va être très loin d'être optimale. Et cet impact sur la productivité, ça va faire décaler les dates de livraison, on va pouvoir livrer moins de choses. Et donc, à la fin, ça veut dire que les revenus de l'organisation vont être réduits. Et quand on parle d'argent, là, les gens commencent à tiquer. Et si ces API, c'est des API publiques que des gens sont censés payer pour utiliser, quand ils vont les voir et qu'ils vont dire « Oula, mais c'est pas terrible tout ça », on va se dire « non, j'utilise pas ». Et donc, ça fait moins de clients et donc moins d'argent. En conclusion, l'absence de normes de design, ça ne conduit pas seulement à des API qui sont un petit peu différentes, ça conduit surtout à une perte de productivité, des impacts très négatifs qui peuvent remonter jusqu'à une perte de revenus assez conséquente pour l'organisation. Alors bien évidemment, au bout d'un moment, on s'en rend compte. Et les entreprises se disent « Ouh là là, il faut qu'on mette de l'ordre là-dedans ». On a besoin de mettre de la cohérence dans notre bazar d'API, on a besoin de gouvernance. Et donc ça veut dire qu'on va mettre en place des normes de design et on va veiller à leur stricte application. Des normes de design, c'est nécessaire.
L'intention est bonne. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Alors, est-ce que vous avez entendu parler des revues de design d'API? Ça, c'est le truc que tout le monde redoute dès qu'on parle de gouvernance, surtout quand les gens mettent en place une police des API plutôt qu'une gouvernance des API. Alors, je vous propose de lire la transcription partielle d'une revue d'API effectuée dans une telle organisation et on va se concentrer sur ce que raconte la personne qui fait la revue, on va l'appeler le juge. Et allons-y. Alors, sérieusement, non mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Votre design, c'est un bazar pas possible. Vous ne savez toujours pas que pour une opération de recherche, il faut appliquer les règles 380, 467, 545 à 553 et 666 des normes de design. Et la réponse de cette opération contient une représentation de la ressource client qui n'est pas standard. Ah non, mais je me fiche que ça ne corresponde pas à votre besoin. Hein. Vous devez l'utiliser, ce n'est pas négociable. Et les filtres de recherche et de pagination ne correspondent pas à nos standards. Pourquoi ça? Quoi? Ça rend l'API plus complexe à utiliser ou à mettre en œuvre? C'est différent de ce à quoi les gens ont l'habitude? Nous, on s'en fiche des plaintes des développeurs. Ce qui se passe dans le monde extérieur, rien à faire. Les règles qui s'appliquent, c'est nos règles chez nous. Et bon, soyez plus méticuleux. Alors bon, il m'a fallu 2 jours, mais j'ai regardé tous les modèles de données et il y a 2 propriétés qui ne sont pas en camel case. Quoi qu'il en soit, vous allez devoir régler tous ces problèmes avant de pouvoir passer au développement. Le prochain créneau de validation, c'est dans 4 semaines. Quoi, ça impacte vos délais? Ah, mais ça, c'est pas mon problème. Ce sont vos contraintes. Et puis bon, accessoirement, si vous ne savez pas comment corriger le design, parce que visiblement vous ne comprenez pas les normes, on peut le faire pour vous. Alors par contre, ça va prendre 5 semaines. Et franchement, je vous conseille de prendre cette option. Vous réfléchissez trop, vous vous demandez toujours pourquoi, vous vous plaignez de nos règles, du processus, de la documentation. Donc, autant nous laisser faire, ce sera plus simple pour tout le monde. Quelques mois plus tard, un concepteur d'API en burn-out a quitté l'entreprise, mais une API parfaitement réglementaire a été déployée. Malheureusement, personne ne l'utilise. Pas tant parce que les normes de l'organisation conduisent à une API qui est super compliquée. Non, parce que ça, après des années de souffrance, les gens s'y sont habitués. Non, c'est parce que cette API correspondait à aucun besoin. Donc on se croirait presque dans un roman de Franz Kafka. J'ai un petit peu exagéré, mais pas tant que ça. Des normes complexes, difficiles à comprendre, à utiliser, composées de milliers de règles qui diffèrent de ce qui se passe dans le monde extérieur. Ça ne va pas faciliter la vie des designers d'API, des développeurs d'implémentation et des développeurs d'applications consommatrices. Non, ça rend les API complexes à concevoir, à comprendre, à utiliser. Et au final, tout le monde perd du temps. Et les experts qui ont mis en place ces règles vont également perdre du temps à réexpliquer sans cesse ces règles compliquées, voire même à passer leur temps à s'écharper sur ces points de détail litigieux. La cohérence, c'est important, mais il faut savoir mettre le curseur où il faut. Il y a des limites. Une cohérence extrême, ça va être contre-productif. Si vous forcez tous les designers d'API, de toutes les API, de toutes les filiales d'un grand groupe à utiliser des règles de modélisation de données, notamment ultra fines, ça va être hyper contraignant pour tout le monde et ça ne va pas marcher à la fin. Au mieux, vous aurez des API un petit peu bizarres. Au pire, elles seront assez complexes à utiliser, voire inutilisables. Et tout ça, au final, pour chercher une cohérence, là où il n'y en a pas besoin, parce que ce sont des API qui vont appartenir à des portefeuilles d'API complètement différents, qui ne seront jamais vus comme un tout cohérent par des utilisateurs. Un point important, le fait de s'assurer qu'une API, c'est ça. Qu'une API, elle est cohérente par rapport aux normes, ça ne veut pas dire que c'est la bonne API. À la fin, si vous respectez les normes, elle a juste le bon look and feel, mais vous n'êtes pas sûr que vous êtes en train de résoudre le bon problème de la bonne manière. Un autre point de ce type de gouvernance, c'est que je l'ai fait, aller vérifier des centaines de champs avec ses petits yeux que tout est en camel case, c'est infernal, ça me prend un temps fou, c'est inhumain. Il y a des machines pour ça. Si ensuite, derrière, vous mettez des processus bloquants ultra longs parce qu'il y a des gens qui ne sont pas disponibles, la mise en œuvre des API, elle va être bien plombée et ça va être difficile d'atteindre les deadlines. Et enfin,
la cerise sur le gâteau. L'attitude agressive et despotique de certains experts en gouvernance va conduire à une situation où personne ne saura et personne ne voudra faire des API, puisque avec un tel mode de fonctionnement, les gens ne montent pas en compétences, ils n'ont pas envie d'apprendre, et donc ils n'apprendront pas. Et donc on va se retrouver avec des cas où c'est quelques experts qui seront potentiellement en capacité de designer des API, et donc on met encore en place des goulets d'étranglement, et donc on a des problèmes de délai. Donc au final, avec une gouvernance kafkaïenne, on a l'impression que finalement le remède, il est pire que le mal. Puisqu'au final, on va se retrouver avec un système absolument effrayant, où tout le monde a une expérience absolument désastreuse. Des gens pourraient quitter l'entreprise pour ça, et ça, c'est pas exagéré. Et donc, au final, c'est une énorme perte de valeur pour l'entreprise, puisqu'on n'atteint pas les délais, il y a des gens qui partent, et à la fin, on a des API qui ne vont vraiment pas du tout répondre aux besoins. Heureusement, on peut gérer la gouvernance autrement. Alors, voyons comment une gouvernance qui aide les gens peut marcher. Donc là, on passe dans le monde des bisounours. Ici, des guidelines réalistes, faciles à utiliser, pour tout le monde. Donc les normes, elles ont été définies par ou avec les gens qui vont les utiliser. Ça, c'est important. Elles existent pour garantir un certain niveau de cohérence qui va être adapté en fonction du cas de figure. Et surtout, elles sont cohérentes avec ce qui se passe dans le monde extérieur. Ce n'est pas de réinventer la roue. Et donc, au final, ça facilite la création d'API et ça crée des API qui sont vraiment simples à utiliser. Ces normes, c'est des guides qui vont, ils ne sont pas seulement là pour lister des centaines de milliers de règles, ce sont des guides où on va avoir des recettes, où on va expliquer aux gens comment faire les choses. Typiquement, je veux faire une opération de recherche client, je n'ai pas besoin d'aller regarder au hasard, de piocher dans les centaines de règles ce qui doit être mis en place. Non, je vais voir la recette, comment designer une opération de recherche. Et là, je suis la recette et tout va bien. Ensuite, ce qui va être important, c'est l'outillage. Dans tout ce qui est aspect normatif de design, il y a une grande partie des contrôles qui peuvent être automatisés avec des programmes qu'on va appeler linter, avec des solutions notamment qui s'appellent Spectral. Parce que là, il n'y a rien de mieux qu'un programme pour aller vérifier que tous les noms des propriétés sont en camel case, que vous avez bien mis les codes d'erreur partout, voir que vous utilisez bien les bons modèles d'erreur, que la pagination est en place, et ce genre de choses. Et on peut même voir au-delà, pour l'utilisation de ces outils, c'est de les utiliser pour apprendre des choses aux gens. Donc on peut aller pointer des points dans un design pour dire « Ah, là, c'est un pattern de design, attention, il y a des avantages, des inconvénients. Là, est-ce que vous avez pensé à ça ?» Ce n'est pas des règles ou des erreurs, mais c'est des règles qui vont aider les gens. Ensuite, il faut de la sensibilisation. Et là, il faut sensibiliser ultra large. On parle de l'IT, bien sûr, mais aussi des métiers, les développeurs, les managers et même les CEO. Il faut leur faire comprendre que les API, c'est important et qu'il faut les designer, les mettre en place correctement et que ce n'est pas juste pour le plaisir de faire beau, c'est que derrière, ça a des bénéfices extrêmement importants en termes de productivité. Grâce à ces séances de sensibilisation, on va pouvoir aussi dire aux gens, on existe, il y a des systèmes qui sont là pour vous aider à créer des API. Et donc, c'est comme ça que les débutants vont pouvoir savoir à qui s'adresser pour créer leur première API. Avec eux, alors on va oublier la revue de design à l'ancienne, on va plutôt remplacer ça par un atelier de design où là on va avoir un expert avec le designer débutant qui vont ensemble voir quel est le use case qu'on souhaite APIfier, qu'est-ce qu'il y a à faire. Et c'est au travers de cet exercice qu'on va pouvoir former les gens, leur montrer voilà les guidelines, voilà comment ils marchent, voilà comment les outils automatisés marchent, comment vous pouvez les utiliser. Et comme ça, on profite d'un projet réel pour former les gens. S'ils ont besoin de voir plus de cas de figure d'un coup, on peut aussi les faire participer à un vrai cursus de formation en design d'API. L'objectif, c'est de faire passer les aspects normatifs et stylistiques au second plan, que les gens intègrent ça tout de suite, soit parce qu'ils l'ont compris, soit parce que les outils leur disent, et de se concentrer vraiment sur est-ce que l'API que je suis en train de créer, c'est la bonne ? Est-ce qu'elle va proposer une bonne expérience utilisateur ? Est-ce que la modélisation que je vais donner va vraiment bien marcher ? Est-ce que ça va être facile à comprendre, facile à utiliser ?
Ensuite, les gens gagnent en expérience, donc ils vont pouvoir être de plus en plus indépendants. Donc là, on va passer dans un autre mode, un accompagnement light, où on va pouvoir se voir en début de phase de design, toujours avec un expert, pour juste discuter. C'est quoi les lignes directrices, s'assurer que le designer part dans la bonne direction, éventuellement lever les loups sur des points qui ne seraient pas aujourd'hui gérés par les guidelines, du genre, tiens, j'ai besoin de faire un upload de fichiers, je n'ai jamais fait jusqu'à maintenant, c'est pas dans nos guidelines, il faudra qu'on étudie la question. Ensuite, ces designers designent l'API en toute autonomie, en s'appuyant sur le matériel existant. Et à la fin, un expert peut jeter un œil pour s'assurer que, au final, l'API elle répond bien aux besoins qui a été initialement exprimé et qu'elle fait le job bien. Tous les aspects de aller vérifier que tout est en camel case, ça c'est fait avec le linter. Un point important, c'est que il y aura des discussions sur des points de design, des points de guidelines, peu importe. Ce qui est super important, ça va être de bien voir quels sont les points de discussion. Donc, à moins qu'on ait évidemment, qu'on ait levé un loup au début en se disant « Ah tiens, il y a un point technique particulier qui n'est pas dans nos guidelines, donc on va discuter de cette solution technique ». Bien souvent, la discussion doit se résumer à est-ce que c'est bien la bonne API? Est-ce que moi, en me plaçant en tant qu'interlocuteur extérieur, quand je regarde le design qui a été fait, je me place en tant qu'expert, je comprends comment elle marche et donc, normalement, n'importe quel utilisateur pourra le faire. Il y aura forcément, il y aura de temps en temps des désaccords. Ce qui est important, c'est de laisser le dernier mot au designer et à l'équipe en charge de l'API. C'est leur API. Ce n'est pas l'API de l'expert. L'expert, il est juste là pour donner son avis et dire, alors bien évidemment, il ne s'agit pas de contrevenir à des principes fondamentaux ou la sécurité qui vont mettre en péril l'organisation. Mais il y a toujours des choix, solution A, solution B. Elles se valent. Personnellement, je préférerais la B. Si vous prenez la A, ça va. Et parfois, c'est aussi bien de laisser les gens se planter. De leur dire, voilà, moi je dis alternative, solution, conséquence. Derrière, c'est votre produit, c'est votre truc, c'est vous qui subirez les conséquences, pas moi. Donc à la fin, vous pouvez y aller. Et puis il y a peut-être des cas où, oui, on sait qu'on va faire quelque chose qui n'est pas super propre, mais on en a besoin, c'est comme ça, parce qu'il y a des contraintes extérieures qui font que, mais on a le plan de remédiation derrière. Où on accepte de vivre avec, mais après, l'expert pourra faire 3 mois après, généralement, je vous l'avais dit. Et généralement, au coup d'après, les gens écoutent. Mais voilà, c'est vraiment bien laisser le dernier mot. Ensuite, les experts dont je n'ai pas arrêté de parler, ce n'est pas forcément des gens qui font ça toute la journée, qui sont dans une équipe dédiée. Dans l'idéal, c'est juste des gens comme les autres qui ont plus d'expérience et qui vont aider les débutants. Et ces gens-là, ils vont designer leurs API en autonomie et surtout, ils vont former les autres. Donc c'est eux qui vont accompagner les débutants dans des workshops, c'est eux qui vont les former. Et tout ça, tout ce système, et grâce à toutes les personnes impliquées dans cette organisation et le mode de fonctionnement, on a une excellente expérience utilisateur. Les gens vont développer leurs compétences, ils vont être capables de créer la bonne API de la bonne manière, tout seuls comme des grands, sans s'en rendre compte. Ça va aller plus vite, on va éviter les allers-retours de « oups, on s'est gaufré, faut qu'on refasse tout le dev parce qu'on n'a pas respecté les principes de design fondamentaux ». Et donc tout ça, ça augmente la valeur générée par les API, indirecte, parce qu'en amont, on travaille plus vite, plus simple, plus facilement, et directe, parce que derrière, on a des utilisateurs qui sont contents, qui vont eux aussi pouvoir développer leurs applications plus vite, et puis si c'est des clients qui payent, ils vont être contents de faire notre pub. Donc ce qui est intéressant dans cette vision, c'est que finalement, il faut voir la gouvernance comme quelque chose qui va se dissoudre dans la pratique quotidienne. Et moi, quand je faisais ça dans ma vie précédente, je disais toujours aux gens, moi, mon but dans la vie, c'est de perdre mon travail. Parce qu'à la fin, il faut que vous soyez autonome. Alors, un point important, la création d'API, ce n'est pas que du design. Donc là, j'ai focusé sur le design, mais j'ai évoqué d'autres sujets. Et ça, dans la gouvernance, il faut l'intégrer. Ça veut dire qu'il va y avoir plein de gens avec des sensibilités différentes, des motivations différentes, les infrastructures, la sécurité, le métier, les développeurs, les architectes. Il va falloir réussir à organiser tout ce petit monde pour qu'à la fin,
on puisse faciliter la création des API et qu'on enlève toutes les barrières. Donc c'est pour ça que donc c'est vraiment important d'avoir cette approche holistique. Je ne sais pas si c'est un mot qu'on utilise beaucoup en français, mais c'est un terme qui est souvent accroché au design en général. C'est vraiment de prendre le problème dans son entièreté et pas de se concentrer juste sur sa petite partie. Et donc sur la partie API, se concentrer juste sur le design, c'est faire une très grave erreur. Parce que par exemple, on peut avoir besoin de guidelines pour savoir comment implémenter correctement une opération de recherche, de manière efficace, de manière green, ou toute autre considération. Donc si on met tout bout à bout, la gouvernance, c'est pas taper sur les gens pour qu'ils appliquent des règles, pour que tout soit pareil. Non, la gouvernance, c'est vraiment aider les gens à maximiser la valeur générée par les API avec une approche holistique, donc qui va tout prendre en compte. Si on la voit comme ça, et ça, alors c'est moi qui ai sorti cette définition-là pour la gouvernance d'API, mais si vous regardez des définitions de la gouvernance d'entreprise en général, de la gouvernance tout court, c'est ça que ça décrit. Comment on fait pour maximiser la valeur? Et donc, il faut le faire pour les API. Et puis surtout, à la fin, les gens ils seront contents. Alors, maintenant qu'on est un peu plus au clair sur ce que c'est la gouvernance API, conseil numéro 1, toujours avoir ces 4 dimensions à l'esprit, et faire vite. La première, c'est l'alignement. Quand vous mettez en place des règles, c'est pas pour le plaisir de mettre des règles, c'est qu'à la fin, il faut que ce soit pour produire quelque chose qui va être aligné avec les objectifs de votre organisation. Donc c'est pour produire des API plus vite, plus simples et qui vont être faciles à intégrer. Ensuite, il s'agit de pouvoir collaborer, de faire collaborer toutes les parties. Donc la sécurité, l'infrastructure. Quand on met en place des règles, parfois il y a des règles qui peuvent être mises d'un côté qui vont impacter les autres. Il faut faire attention à l'expérience utilisateur. Donc, ça, c'est un truc, quand on met en place des API publiques, la DX, la développeur expérience, c'est un truc sacro-saint. Il faut que ce soit super facile à comprendre et utiliser. Ce serait bien qu'on applique ça un petit peu ailleurs, et notamment dans la gouvernance des API. Donc, en mettant en place de la documentation facile, des outils qui facilitent les contrôles. Et enfin, le respect de l'autonomie des créateurs d'API. Les gens qui sont dans le corps de la gouvernance, ils sont là pour aider, ils ne sont pas là pour faire la place des gens. Conseil numéro 2, le cycle de vie des API. Alors là, c'est un cycle de vie qu'on a mis en place chez Postman en étudiant un certain nombre d'entreprises. Alors, il y a plus ou moins d'étapes qui peuvent s'appliquer en fonction de votre contexte. Le point qui est super important entre le cycle de vie et la gouvernance, c'est que si vous regardez le cycle de vie de vos API, vous allez voir différents points d'étape. Et le but du jeu, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire à chaque étape pour améliorer les choses. Troisième conseil, catégoriser les API. Souvent, la gouvernance, ça arrive en second plan. On a déjà beaucoup d'API, donc comment on fait ? On va les organiser en paquets. Et le but du jeu, c'est de regarder les frontières entre les équipes, les frontières au niveau réseau. Et c'est sur ces frontières qu'il va falloir travailler, pas essayer de traiter toutes les micro-API à l'intérieur de chaque équipe. Et dernier conseil, y aller de manière itérative. C'est-à-dire que établissez un peu de règles, choisissez des équipes pilotes, et ensuite, on regarde ce qui se passe, et si ça passe bien, on la met en place pour tout le monde, et on passe à la suite. Et donc pour finir, il y a beaucoup de choses à raconter. Franchement, s'il y a une chose, et si vous avez l'habitude de voir, c'est quelque chose que je répète souvent, mais franchement, la gouvernance API, c'est ça. Pensez à ça quand vous la mettez en place dans votre entreprise. C'est comment on fait pour aider les gens à créer des API et que ce soit le plus simple pour tout le monde. C'est pas je mets en place des règles juste pour le plaisir de mettre des règles. Accessoirement, ça s'applique aussi à plein d'autres choses, mais voilà. Merci.